Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 1er avril. Au 8e jour du conflit engagé par les forces de l'OTAN contre le régime serbe de Slobodan Milosevic, les stratégies respectives restent incertaines. La capture de 3 soldats américains par la Serbe, qui annonce maintenant vouloir les juger, provoque beaucoup d'émotions aux États-Unis. Explication de Philippe Gassot depuis Washington. À Bruxelles, au siège de l'OTAN, pas question de ralentir l'action militaire, nous serons en direct avec Laurent Boussier. À Belgrade, le président Milosevic mène une offensive médiatique et tente de récupérer le chef albanais modéré Ibrahim Rugova, mais cette actualité militaire et diplomatique ne peut faire oublier les dizaines de milliers de réfugiés qui continuent d'affluer vers l'Albanie, où nous retrouverons Benoît Duquesne et Bertrand Koch, ou vers la Macédoine, où se trouve ce soir Jérôme Bonny. En France, le gouvernement et sa majorité affrontent une crise interne. Les communistes, le mouvement des citoyens et les Verts manifestent leur divergence avec les socialistes. Et puis dans l'actualité, le président de la Fédération française de cyclisme mis en examen dans le cadre de l'affaire de dopage de l'équipe Festina pendant le dernier Tour de France. La plus haute juridiction allemande qui décide de rendre les enfants Lancelin Timan à leur mère française et qui rejette donc le recours du père allemand qui les avait enlevés. Les Indiens Inuits du Grand Nord canadien qui ont désormais leur État, le Nunavut, est né aujourd'hui au sein du Canada. 3 soldats américains, membres de la force de l'ONU chargés de surveiller la frontière de la Macédoine, ont été capturés par les Serbes. Stupéfaction aux États-Unis et parmi les dirigeants de l'OTAN engagés dans le conflit avec le régime serbe. Un peu comme si l'on avait oublié qu'une guerre fait des morts, des réfugiés, mais aussi des prisonniers. Les Américains ont découvert les images de leurs 3 soldats en se réveillant ce matin devant leur télévision. Correspondance Philippe Gassot. Ces images passent pratiquement en boucle sur toutes les télévisions américaines. Les hommes ont été identifiés. James Stone, Andrew Ramirez, Steven Gonzalez. Ils appartiennent au 4e régiment de cavalerie stationné en Allemagne et étaient utilisés en Macédoine dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'OTAN. C'est Sandy Berger, conseiller à la sécurité, qui a prévenu le président. En l'état actuel des choses, l'Amérique exige un traitement décent et humain. Les hématomes qu'on distingue sur le visage, notamment de James Stone, ont choqué. L'Amérique demande l'application de la Convention de Genève. Au terme de cette convention, le prisonnier n'est tenu que de donner son nom, son prénom, son grade et son numéro de matricule. Comme vous le savez, 3 soldats sont tombés hier aux mains des Serbes. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur assurer un retour en toute sécurité. Les considérez-vous comme des prisonniers de guerre? En l'état actuel des choses, nous les considérons comme détenus illégalement. Bill Clinton devrait prendre la parole dans une demi-heure. Il ne manquera pas de commenter la volonté de Slobodan Milosevic de traduire les 3 prisonniers devant une cour militaire. Alors Philippe Gassot, cette capture de soldats américains peut-elle modifier l'opinion publique et ce qu'elle pense de l'action des États-Unis avec l'OTAN ? Mais écoutez, l'Amérique s'est toujours fait un point d'honneur de ramener à la maison les boys qu'elle envoie à la guerre et ceux qu'ils soient morts ou vifs. Alors on l'a entendu tout à l'heure, à Norfolk, William Cohen a dit que tout serait mis en œuvre pour les faire rentrer. Et depuis le milieu de la nuit, tourne sur toutes les télévisions américaines en boucle pratiquement l'image des 3 hommes que vous venez de voir. Donc, que va-t-il se passer dans l'opinion publique? Vous avez les supporters de Bill Clinton qui représentent un petit 51-52% qui risquent d'être confortés en disant regardez, M. Milosevic n'a toujours pas compris, il faut le continuer à taper. Ou alors vous avez les opposants à ces frappes, les 37 ou 38% d'Américains qui pensent qu'ils n'ont rien à gagner au Kosovo et qui pourraient parfaitement dire, qui pourraient être humiliés, c'est-à-dire regardez comment on traite l'Amérique, on va donc rejoindre le camp de Clinton, ou alors plutôt de dire regardez, on a tout à perdre sur le Kosovo, laissons. Donc réponse à votre question demain avec les tout premiers sondages. Merci Philippe. À Bruxelles, au siège de l'OTAN, on s'est efforcé de rappeler que les prisonniers doivent être traités selon les droits internationaux. Les Américains parlent d'une violation de droit international, violation de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. À Belgrade, la télévision a diffusé et rediffusé les images des 3 hommes, précisant qu'ils seraient traduits dès demain devant une cour martiale militaire au Kosovo. Mais il faut revenir sur les circonstances de leur interception par les forces serbes. Reportage à la frontière de la Macédoine et du Kosovo avec Jérôme Bonny et Andrei Sora. Cet après-midi, dans le secteur où les 3 Américains ont été kidnappés hier. Une autre patrouille américaine avec 2 véhicules, mesures élémentaires de sécurité. Nous sommes à quelques kilomètres de la Serbie.
La population de ces montagnes est serbe, hostile donc. C'est sur ce chemin que les Américains sont tombés dans une embuscade. La frontière est à 2 km, explique ce berger, elle n'est pas matérialisée. Les hélicoptères de l'OTAN ont poursuivi leurs recherches toute la nuit. En vain, les 3 hommes étaient déjà à Belgrade. Ces hommes appartenaient à une force de l'ONU chargée de garder la frontière jusqu'à février dernier. Depuis, ils sont sous commandement américain, coopérant avec la force de réaction rapide. Dans la base française de Kumanovo, on sait depuis le début des frappes de l'OTAN qu'il faut prendre un maximum de précautions. Nous évitons les provocations, donc les déplacements inutiles. Nous évitons également les contacts trop proches de la frontière. Vous savez que c'est les Macédoniens qui sont au contact de la frontière. Nous avons simplement un petit dispositif de renseignement entre nos positions et les positions macédoniennes pour justement éviter d'être surpris. Cet après-midi, le porte-parole de l'Alliance a cru bon de rappeler que les forces terrestres de l'OTAN n'ont aucun caractère offensif. Et pour que leurs soldats prisonniers soient détenus humainement, les Américains ont décidé d'entrer en contact avec Belgrade via la Suède. À Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, M. Javier Solana, doit non seulement mener avec les militaires l'action des forces engagées dans la bataille de bombardement, mais également conduire une offensive médiatique. Il lui faut donc répondre à chaque fois au président Milosevic. Ainsi, aujourd'hui, M. Solana a réaffirmé que l'OTAN n'arrêterait ses raids que lorsque les violences au Kosovo cesseraient. Mais pour le général américain, commandant suprême des forces alliées en Europe, ces opérations aériennes sont insuffisantes pour arrêter les exactions. Explication Laurent Boussier avec Maryse Richard. Une semaine de frappe, une catastrophe humanitaire en marche et 3 soldats américains faits prisonniers dans des circonstances encore troubles. En venant tout à l'heure devant la presse, le général Wesley Clark et Javier Solana savaient qu'ils étaient attendus et que leurs explications devaient couper court aux rumeurs d'inefficacité des actions militaires de l'OTAN. Premier message à faire passer par le canal de la presse. Je dirais au président Milosevic qu'il sera responsable de la sécurité et du bien-être des trois soldats américains. C'est un geste grave ? Grave, oui. Deuxième message, ce qu'on a fait jusqu'à présent a été efficace et on va continuer. Carte à l'appui, le commandant suprême des forces de l'OTAN a fait le bilan. Défense antiaérienne, postes de commandement, dépôts de munitions ou de carburant et troupes au sol, tous ces points représentent des objectifs atteints dont la destruction doit normalement réduire les capacités de nuisance de l'armée serbe. Pourtant, au détour d'une phrase, le général reconnaît que les forces paramilitaires serbes sont toujours à l'œuvre au Kosovo et que les raids de l'OTAN n'y peuvent pas grand-chose. Les opérations aériennes seules ne peuvent pas arrêter les meurtres commis par les forces paramilitaires sur le terrain. C'est parfaitement reconnu. Une allusion évidente à une éventuelle intervention terrestre des troupes de l'OTAN. Mais Javier Solana a immédiatement relativisé la phrase du général Clark. Pour le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, il ne pourra y avoir de déploiement terrestre qu'après la signature des accords de paix. Manifestement, Laurent, il y a débat entre, j'appellerais, les politiques et puis les militaires. Oui, Claude, ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN a émis des signaux, disons, discordants sur l'envoi de troupes au Kosovo. D'un côté, il y a les militaires, relayés souvent par les organisations humanitaires, qui pensent que pour arrêter les exactions au Kosovo, il faut engager un combat aéroterrestre. Et puis de l'autre côté, il y a les politiques, pour qui la hantise, c'est l'engrenage, et qui connaissent en plus la versatilité des opinions publiques. Pour eux, il n'est pas question une seconde d'engagement au sol, d'engagement terrestre au Kosovo. Alors les frappes vont donc continuer. Un jour, elles auront certainement raison des défenses serbes, mais ça n'est ni dans les 24 ni dans les prochaines 48 heures. En attendant, ce mini cafouillage à l'OTAN arrange M. Milosevic, ça lui donne du grain à moudre. Il peut en espérer face à lui un front un peu moins uni. Merci. Tandis que l'armée yougoslave aidée de la police ou de milices poursuit une manière de vidage de plusieurs villes au Kosovo, les avions de l'OTAN ont multiplié les bombardements, frappant la nuit dernière près du centre de la capitale Belgrade, des cibles peut-être militaires, mais pas seulement. Commentaire François Cornet. Les employés de l'usine de Čačak dans le centre de la Serbie sont revenus ce matin errer dans les ruines de leurs ateliers bombardés à 2 reprises par les avions de l'Alliance. La destruction de cette cible qualifiée de stratégique par l'OTAN illustre toute la complexité de cette guerre sur le plan de la communication. On ne faisait que des pompes à eau dans mon atelier, dit cet ouvrier, et rien d'autre, rien d'autre. C'est sûrement vrai,
Dans d'autres ateliers, on fabriquait officiellement des produits électroménagers, mais aussi de l'armement, dit l'OTAN. C'est pourquoi nous avons détruit cette usine. Cette détonation à 5 heures ce matin est provoquée par un tir-missile qui a touché ce pont sur le Danube à Novi Sad, au nord de Belgrade. L'ouvrage a été entièrement détruit. Construit après la Seconde Guerre mondiale, ce pont que l'on voit sur ces images d'archives reliait la ville au faubourg Petrovangrine. Aujourd'hui, c'est un amas de ferraille et la population ne comprend pas. Les habitants de Novi Sad ont manifesté cet après-midi contre ce bombardement. L'objectif dans ce deuxième cas était sans doute considéré également comme stratégique par l'OTAN. La banlieue de Belgrade a une nouvelle fois été bombardée la nuit dernière et les habitants inquiets sont retournés aux abris. Sur place, dans la capitale yougoslave, le témoignage de Catherine Monet. Tout le monde sait que les frappes de l'OTAN sont chirurgicales, mais tout le monde se dit aussi qu'il peut y avoir un ratage. C'est une zone vraiment d'habitation. Qui plus est, il y a une angoisse par rapport à ce que peuvent déclencher ces bombardements en centre-ville. Après, dans Belgrade même, beaucoup de personnes m'ont fait part de leur inquiétude de voir se déclencher un processus de violence, un processus de pillage de la ville. En attendant, l'OTAN renforce son dispositif aérien avec ses bombardiers stratégiques B-1, mais aussi en Adriatique avec un sous-marin nucléaire d'attaque, le USS Norfolk. Dès hier soir, nous vous l'annoncions, le chef modéré des Albanais du Kosovo, M. Ibrahim Rugova, réapparaissait. La surprise n'est pas mince, on l'avait dit blessé, réfugié quelque part en Europe hors du territoire yougoslave, mais M. Rugova était à Pristina, protégé, entre guillemets, par les forces serbes, à ce point protégé qu'on le découvrait ce matin en compagnie du président Milosevic à Belgrade. Commentaire Jean-Marc Ilouz. Que vaut cette étrange poignée de main entre à gauche Ibrahim Rugova, chef des nationalistes kosovars modérés, et Slobodan Milosevic, numéro 1 serbe et grand ordonnateur du nettoyage ethnique au Kosovo. La rencontre montrée par la télévision serbe a eu lieu ce matin même au palais présidentiel à Belgrade. Elle a même donné lieu à la signature de ce communiqué où les deux hommes, est-il écrit, se disent d'accord pour préférer un règlement politique des problèmes. Question, Ibrahim Rugova, dont on était sans nouvelles sûres jusqu'à hier soir, est-il encore aujourd'hui un homme libre? Hier soir, la télévision serbe l'avait, entre guillemets, retrouvé à Pristina, capitale du Kosovo. Ici, dans ma maison, il y a eu des spéculations que je suis tué, que je suis été tué et aussi blessé, et aussi que ma maison a été détruite. Mais heureusement, je suis là. Ibrahim Rugova, interrogé aussi hier soir en anglais, parlait déjà de solutions diplomatiques, mais contrairement aux premières informations, il n'a jamais réclamé l'arrêt des bombardements de l'OTAN, alors même que la question lui était posée ici à plusieurs reprises. Longtemps partisan de la simple résistance passive au pouvoir serbe, Ibrahim Rugova, malgré son prestige incontestable, avait été largement éclipsé pendant les négociations de Rambouillet par Hashim Thaçi, le jeune chef de guerre de l'armée de libération du Kosovo. Le 20 mars, il avait repris la route du Kosovo. Ce soir, ses partisans demeurés en Europe soulignent que la télévision serbe n'a pas montré sa famille et estiment que M. Rugova pourrait être l'objet d'un chantage. Et M. Milosevic ne s'est pas contenté de cet effet médiatique, puisqu'il a ostensiblement reçu un envoyé spécial du pape, Jean-Paul II. Monseigneur Torrent, ce français, est considéré comme le ministre des Affaires étrangères du Vatican. Le pape souhaite une trêve pascale, mais aussi bien les États-Unis que l'OTAN ont décliné cette invitation à un cessez-le-feu, même provisoire. À Moscou, le président Boris Eltsine, qui a décidé l'envoi de bâtiments militaires de la flotte russe en Adriatique, seulement pour se renseigner, dit-il, réclame également une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères représentant les 8 grands pays industriels, soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Japon, plus la Russie. Les militaires russes, membres de la force de stabilisation de l'OTAN, la SFOR, présente en territoire de Bosnie, mais plus précisément dans la zone dite de la République serbe autonome, restent sous commandement américain, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés compte tenu du conflit engagé de l'autre côté de la frontière bosniaque. Une équipe de France 2 avec Maryse Burgot et Éric Delagneau a suivi quelques militaires russes aujourd'hui. Il s'appelle Sergueï Ignatov. Sur la base militaire d'Uglevitch, c'est incontestablement lui le patron. Nous sommes dans un camp russe de la SFOR, la force de stabilisation de l'OTAN en Bosnie. Le colonel Ignatov, comme tous les matins, s'apprête à rentrer en conférence.
Il rend des comptes à son commandement américain, car ici, Russes et Américains travaillent ensemble pour maintenir la paix en Bosnie. Ce qui n'empêche nullement le colonel, qui a son franc-parler, de dire ce qu'il pense des bombardements de l'OTAN. Ils devraient arrêter ces bombardements aériens. Lorsqu'ils attaquent les Serbes, ils ne font que les renforcer dans leur détermination. C'est n'importe quoi. Le contingent russe de la SFOR a logiquement été installé dans la partie serbe de la Bosnie. La population locale accepte bon gré mal gré cette présence militaire. Les traditionnelles bonnes relations entre Moscou et Milosevic font passer la pilule. Les Serbes de Bosnie ne jurent aujourd'hui que par le président russe, celui qui a tant fait pour arrêter l'OTAN. Nous nous sentons bien plus à l'aise avec les Russes. Les Américains ont osé bombarder le centre historique de la Serbie qu'est le Kosovo. Cette guerre, c'est à nos frères qu'ils la font. Retour à la base d'Ugljevic. Ici, pas un haut gradé, pas un sergent n'approuve l'intervention de l'OTAN. C'est l'unanimité. D'abord, je voudrais dire que les Serbes sont des chrétiens. Et je ne comprends pas comment des pays chrétiens peuvent attaquer des hommes de la même religion. Pour les militaires russes, les Serbes ont construit dans le camp une église orthodoxe. Les relations sont décidément au beau fixe. Malgré les tensions entre Moscou et les Occidentaux sur la crise du Kosovo, ici en Bosnie, la coopération continue entre Russes et Américains. Et il n'est pas question pour l'instant de bouleverser le fragile équilibre que les hommes de la SFOR maintiennent ici. Ce que l'on appelle la catastrophe humanitaire au Kosovo, c'est-à-dire le flot de réfugiés venus du Kosovo, s'amplifie. La voici sur cet écran en chiffres secs. Pour le Monténégro, 27 000, pour la Macédoine, 29 000, pour l'Albanie, 100 000. Ce sont les chiffres provisoires, bien sûr, du nombre de réfugiés. Puis il faudrait parler de ceux qui sont partis en Bosnie, en Turquie, en Bulgarie. Cette catastrophe humanitaire, ce sont des visages, des femmes, des hommes, des enfants, forcés par les Serbes d'utiliser tous les moyens pour quitter leur pays, comme ceux de Pristina. Les images, vous allez voir, sont rassurantes. Elles nous ont été fournies sous contrôle serbe et veulent accréditer un déplacement de population paisible. Mais ces réfugiés de Pristina sont arrivés en Albanie, franchissant sous le contrôle des policiers albanais une frontière qui ne signifie pas pour autant la fin de leur misère. Reportage de nos envoyés spéciaux Benoît Duquesne et Didier Dahan. L'attente. Une file ininterrompue de tracteurs et de voitures. 16 000 sont passés cette nuit, autant, sans doute plus, attendent côté serbe. Alors à quoi bon les chiffres? Car les autorités albanaises ont changé de technique. Plus question de rentrer sans contrôle, d'absorber comme elles viennent les vagues de réfugiés. Cette fois, on enregistre chaque nom, chaque numéro de châssis, réfugié par réfugié, et ça prend des heures. En faisant comme ça va prendre des semaines. Et je n'ai pas besoin de dire quel risque encourent les gens qui sont de l'autre côté. On ne sait pas exactement de quelle longueur est la queue. En tournée dans la région, Emma Bonino ne pouvait rêver mieux pour se rendre compte de la situation. Elle vient évaluer l'urgence des besoins. L'évaluation est toute faite. Le gouvernement albanais est débordé. Moi, je viens de dégager 12 millions de dollars. Je peux continuer à le faire. Donc, je pense que effectivement, c'est une responsabilité partagée. Les Albanais tout seuls ne vont pas pouvoir tenir. J'ai vu tellement de scènes, toutes comme ça, depuis 91, que le moment est enough is enough. Assez, c'est assez. Pourtant, après la région de Prizren, c'est Pristina, la capitale du Kosovo, que les Serbes ont entrepris de vider. Et peu importe qu'il y ait des morts en route. Sabit Balabani arrive de Pristina avec sa femme et ses 3 enfants. Il a préféré finir la route à pied. L'attente était trop longue en territoire serbe. Et la peur, insurmontable. À Pristina, la police est entrée dans nos maisons. Ils nous ont dit qu'on avait 5 minutes pour nous en aller. Ceux qui ne partent pas, on sait bien ce qui leur arrive, alors de peur, on est parti avec les enfants. On a souffert le martyre sur la route, il n'y a pas de mots pour décrire cela. Le martyr, ce sont les policiers et les miliciens serbes omniprésents. C'est la route de la Macédoine interdite, les villages traversés et brûlés, les magasins pillés, les humiliations, les insultes et la peur à chaque instant de se faire tuer.
Sabit Balabani laisse derrière lui son agence de marketing et sa belle maison dans un quartier résidentiel de Pristina. Il n'est pas sûr d'avoir laissé sa peur. À Pristina, jour et nuit, on entend les bombardements, les rafales dans les rues. Les maisons sont attaquées, toutes les boutiques des Albanais sont pillées et brûlées. Il n'y a que le secteur public qui fonctionne, mais il ne sert que les Serbes. Ils ont réagi au bombardement de la manière la plus barbare, surtout après celui contre le quartier général de la police. Faute de pouvoir répliquer, ils se sont acharnés sur nous, sur notre peuple, qui ne réclame que sa liberté. Après 7 jours terrés dans sa maison sans sortir, Sabit Balabani a pu sauver ses enfants et échapper aux Serbes qui regroupaient les hommes dans le stade de la ville. Il n'a pas pu sauver ses parents, les Serbes ne lui en ont pas laissé le temps. Jusqu'à présent, la région de Kukës a pu absorber la moitié des 100 000 réfugiés qui sont arrivés ici. La moitié a été dirigée vers le sud du pays, mais chacun sait bien que les capacités d'hébergement arriveront vite à saturation. Il faut donc ouvrir des camps et vite, ne serait-ce que pour recenser et répertorier tous ces réfugiés. C'est la proposition d'Emma Bonino. Les forces serbes auraient fait embarquer 5000 Kosovars dans un train à destination de la Macédoine, puis sous la contrainte, ils les ont forcés à effectuer les derniers kilomètres à pied. Alors Jérôme Boni, ce soir, à la frontière de la Macédoine, quelle est la situation des réfugiés qui continuent d'arriver ? Oui, effectivement, l'hémorragie du Kosovo vers la Macédoine se continue également. Comme vous le disiez, il y en a qui sont arrivés par la voie ferrée mais à pied, le train ayant été arrêté en fait par les autorités macédoniennes d'après mes informations. Et puis il y en a qui arrivent en tracteur par les montagnes, il y en a qui arrivent par la route. De l'autre côté de ce poste frontière du général Jankovic, il y aura encore 12 000 personnes qui attendent dans des voitures ou à pied et qui vont passer la nuit dans le froid. Ici, il y a maintenant à peu près 30 000 réfugiés, c'est-à-dire que le nombre de réfugiés en Macédoine a doublé depuis le début des frappes aériennes et le gouvernement macédonien lance un appel au secours. Vous savez qu'ici, il y a un problème d'équilibre démographique entre les Macédoniens et les Albanais. Ce gouvernement donc lance un appel au secours à l'Europe. Il ne suffit pas de nous donner de l'argent pour accueillir les réfugiés qui souvent sont accueillis dans des familles, mais il faut aussi organiser maintenant des sites, des camps. Il y en a un certain nombre près de cette frontière. Il faut aussi nous aider à ce que ce déséquilibre démographique ne déstabilise pas la Macédoine et donc le gouvernement macédonien demande aux pays de l'Europe d'accueillir eux-mêmes certains de ces réfugiés. Merci Jérôme. Et c'est la capitale albanaise, Tirana, qui reçoit actuellement l'essentiel de l'aide humanitaire internationale. Des avions français ont atterri à Tirana chargés de 40 tonnes de fret aujourd'hui. Reportage Bertrand Coq, Roger Motte. La France a été la première cet après-midi à poser ses gros porteurs sur l'aéroport de Tirana. 4 transals, un Hercule C-130, 40 tonnes d'aide humanitaire. On va faire un tas plutôt, à un endroit, et après on fera une palette de fret. On a une palette de vide là-bas justement. 3 palettes de vide. On va faire un tas. Qu'est-ce que vous avez amené précisément? Des tentes, de l'huile végétale, des couvertures principalement. Basique. 35 tonnes du basique. Ces premières palettes sont immédiatement prises en charge par le HCR, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Leur contenu servira à équiper des camps en prévision d'un nouvel afflux. Bonne partie des gens actuellement sont en famille d'accueil, mais les capacités d'accueil vont être saturées, sont déjà saturées. Et donc on anticipe un petit peu. Par la construction, malheureusement, on est obligé, la construction de camps en tente, de façon à être très rapide, avec de la nourriture à consommation sans cuisson et avec des couvertures pour pallier au plus pressé dans une première étape. L'arrivée de ces premiers colis coïncide avec la visite à Tirana du ministre français délégué à la coopération. Entre 2 entretiens officiels, M. Josselin visite les réfugiés, le gymnase transformé en centre d'accueil. Il en sort avec quelques idées. Moi je pensais des écrans de télévision avec des cartoons, avec des jeux, des dessins animés, des choses comme ça. Je pense aux enfants. C'est le début d'un pont aérien en quelque sorte qui va permettre à la générosité de la France, mais des Français, de s'exprimer en direction de cette population dont nous avons pu ce matin mesurer l'extrême souffrance. En attendant, les Kosovars continuent d'arriver dans la capitale albanaise. Par petits groupes, serrant leurs baluchons autour du chef de famille, ils vont par les rues et la ville les absorbe, les intègre à sa pagaille comme des parents pauvres, des cousins de province, provisoirement tombés dans le malheur. Bertrand Coq, on dit début d'un pont aérien, donc c'est pour l'instant notoirement insuffisant tout ce qui arrive.
Oui, bien entendu, Claude, vous vous en doutez, il faudra beaucoup plus, et le temps presse, car on annonce ici en Albanie l'arrivée de nouveaux réfugiés kosovars. Il en viendrait de Macédoine, il en viendrait de Bulgarie, le nord du pays est déjà complètement saturé, vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage de Benoît Duquesne. Alors bien sûr, la solidarité des Albanais ne se dément pas, mais vous savez dans quelle situation se trouve ce pays et ses 2,5 millions d'habitants. Près de 60% d'entre eux sont au chômage, l'État est presque inexistant, la mafia fait la loi. Bref, tout cela inspire de plus vives inquiétudes. Alors si l'on veut aider les Albanais à assumer ce fardeau, il faut bien sûr une aide humanitaire, une aide d'urgence, mais il faut aussi une volonté politique, la mise en place d'un véritable plan de coopération au niveau de l'Europe entière. Il en va certainement de la stabilité de la région tout entière. Merci Bertrand. Plusieurs organisations non gouvernementales, françaises ou internationales, organisent déjà des opérations de secours. Des appels aux dons sont lancés. Alors nous mettons à votre disposition sur le site internet de France 2 ou par télétexte, ça s'inscrit en bas de cet écran, les adresses de toutes ces organisations humanitaires actuellement mobilisées. Exemple avec le reportage d'Ilana Mor-Youssef et Jean-Paul Chausset. Toute la journée, les équipes de Médecins sans frontières ont chargé 20 tonnes de matériel humanitaire. 20 000 couvertures, des kits médicaux, des tentes parties par camion en fin d'après-midi. Un matériel d'urgence, une aide qui répond aux besoins spécifiques des réfugiés kosovars. C'est donc du matériel lié aux abris dans une première phase et lié également à la distribution d'eau et aux produits médicaux, aux médicaments de base. Ce matin, le premier avion humanitaire a décollé de Beauvais. À son bord, 15 tonnes de matériel d'une valeur d'1,5 million de francs. Là encore, une préoccupation, répondre à l'urgence. Je pense essentiellement faire des consultations, un peu de bobologie et puis toutes les maladies qui vont arriver avec une hygiène pas très bonne. À l'ICF, les informations collectées par les équipes sur le terrain permettent d'évaluer les besoins. 10 mètres cubes de matériel vont partir dans les tout prochains jours. De la nourriture, mais surtout des stations d'épuration d'eau. Que la priorité des priorités à l'heure actuelle, c'est quand même de trouver un accueil, un abri, un toit, et d'apporter l'eau dans ce lieu où il va y avoir une grande concentration de personnes, donc des risques d'épidémie, des risques liés à l'hygiène. Les associations, surprises par le nombre des réfugiés, auront besoin d'argent. Comme le Secours populaire qui a lancé une campagne lundi, elle s'apprête à faire appel à la générosité des Français. À Bonn, ce soir, les représentants de l'Union européenne, des Nations unies et des pays voisins de la Yougoslavie se sont réunis pour une conférence internationale sur les réfugiés du Kosovo. Christian-Marie Monod, vous êtes à Bonn. Est-ce qu'il y a des résultats déjà concrets de cette première conférence ? Première initiative, l'annonce d'un Conseil européen extraordinaire consacré à la situation au Kosovo, une réponse en somme à la préoccupation française qui avait été exprimée hier par le président Jacques Chirac. En réunissant donc aujourd'hui à Bonn les 8 pays limitrophes à cette région, comme l'Albanie, la Macédoine, dont on a entendu certains témoignages, l'Allemagne a voulu connaître un peu leurs préoccupations. L'Europe a 2 priorités. Tout d'abord, intervenir rapidement pour soulager les souffrances de ces réfugiés, qui sont, comme vous le savez, des centaines de milliers sur les routes. L'Europe a les moyens financiers. Elle a annoncé plusieurs centaines de millions de francs qui seront débloqués pour intervenir. Elle a également l'infrastructure pour intervenir. Elle sait le faire. Elle peut nourrir plus de 100 000 personnes pendant plus d'1 mois. Deuxième priorité, la stabilité dans la région. Et là, il a été difficile de donner une réponse concrète. L'Allemagne avait bien sûr une préoccupation en organisant cette réunion internationale. Rappelez qu'en 1991, elle avait accueilli plus de 350 000 réfugiés au cours de la guerre de Bosnie, plus que tous les autres pays européens réunis. Elle souhaite cette fois que l'Europe fasse un effort conséquent. Enfin, les pays tout autour de la table ont souhaité lancer un appel à la Russie pour qu'elle intervienne une nouvelle fois auprès de Belgrade pour tenter d'intervenir et mettre fin aussi rapidement que possible à cette grave crise en Europe. Merci Christian-Marie. Et puis Washington a fait savoir, en réponse donc à M. Helsinki, qu'il n'était pas très favorable à la réunion d'un sommet des 8 pays les plus riches du monde. La mobilisation de ceux qui contestent l'action de l'OTAN en Yougoslavie reste forte. Plusieurs défilés, plus ou moins fournis, ont eu lieu en France aujourd'hui. Je cite par exemple Lyon, Montpellier, Nancy, Orléans ou encore Strasbourg.
D'autres manifestations de contestation ont rassemblé des milliers de personnes à Genève, Berlin, Lisbonne et encore à Washington devant la Maison-Blanche. Mais c'est à Paris, en fin d'après-midi, à l'appel notamment du Parti communiste, que se tenait le rassemblement le plus important pour la France. Commentaire Laurent Hakim, Olivier Journien. La manifestation pro-serbe improvisée place de la République avant le départ du cortège n'était pas forcément du goût des organisateurs qui entendaient donner un autre ton au défilé. Clinton, Chirac, Jospin, assassin n'étaient bien sûr pas prévus dans les slogans officiels de ce nouveau rassemblement contre les frappes de l'OTAN en Yougoslavie. Et puis la vraie manifestation a finalement débuté derrière quelques figures politiques qui revendiquaient un rassemblement unitaire. C'est une manifestation unitaire de tous ceux qui s'opposent à la guerre, qui s'opposent aussi à la dictature de Milosevic en Serbie, qui exigent le droit à l'autodétermination du peuple du Kosovo, mais qui pensent que la guerre menée par l'OTAN et les Américains, aidés en cela par le gouvernement, est la pire des choses. Pas de ministre dans le cortège, un mouvement des citoyens particulièrement discret. Le MDC de Jean-Pierre Chevènement s'était pourtant associé à l'appel des nombreux organisateurs. Les communistes refusaient de parler d'avertissement lancé au gouvernement. Il n'y a pas assez de propos belligérants pour parler d'avertissement. Non, il s'agit là d'exprimer l'opinion, je répète, partagée par des millions et millions de Françaises et Français. Les pro-serbes indésirables ont bien tenté de conduire le défilé avant d'être rapidement mis à l'écart. La manifestation prévue pour condamner la guerre ne pouvait donner l'illusion de soutenir Belgrade. Les conséquences de la crise au Kosovo sont rudes pour la vie politique française. À droite, ce matin, M. Charles Pasqua, dans les 4 vérités sur France 2, contestait le choix de la France, l'engagement de la France aux côtés de l'OTAN. Rude aussi pour la coalition gouvernementale. M. Jospin a dû rappeler fermement la nécessité de cohésion, même s'il laisse une certaine liberté de parole à ses ministres communistes, à Mme Voynet et à M. Chevènement, qui expriment leurs inquiétudes devant l'engagement de la France derrière les États-Unis. Reportage Jeff Wittenberg, Jacques Grégor. Il était le plus attendu des ministres, mais aujourd'hui, Jean-Claude Guessot est resté silencieux. Après les états d'âme exprimés hier par les communistes, retour donc à une certaine discipline dans les rangs de la majorité plurielle. C'est en tout cas l'effet recherché à Matignon. Premier visiteur ce matin, Laurent Fabius. Premier appel à l'ordre. Il faut être totalement solidaire de ce qui se fait, d'abord parce qu'il y a des Français qui sont engagés, des soldats qui sont engagés, et puis parce que quand on a une situation aussi lourde, aussi difficile, il faut faire bloc, c'est clair. La cohésion du gouvernement ne serait pas atteinte. Quelques voix qui s'expriment, est-ce que c'est pas normal? Nous avons fonctionné comme ça depuis le début. En fait, Lionel Jospin a dû s'accommoder des divergences des uns, des interrogations des autres. Il a constaté que cela se passait hier sous les yeux de Jacques Chirac, mais il n'a pas du tout apprécié en revanche le profit qu'a voulu en tirer la droite. Alors aujourd'hui, on a été prié de s'expliquer entre soi, même si officiellement il n'y a pas eu de rappel à l'ordre. Je n'ai rien vu de tel, je n'ai rien entendu. Vous vous sentez pleinement solidaire du gouvernement? J'ai eu l'occasion de faire état de quelques réflexions d'apparence philosophique. C'est un gouvernement qui est loin d'être traversé par une crise. Conclusion de ce premier coup de chauffe dans le gouvernement, que chacun, semble dire Lionel Jospin, retourne à son secteur d'activité. Toujours des sujets importants. Le Kosovo, nous en avons parlé, et puis les perspectives budgétaires, parce qu'il y a aussi le pays à continuer à faire fonctionner normalement, même dans des périodes de tension ou de crise. La solidarité gouvernementale a tout de même souffert. Un enlisement du conflit pourrait encore l'éprouver. Voilà, alors malgré toutes ces déclarations, on a l'impression qu'on a une sorte de logique de crise gouvernementale. Oui, en tout cas, Lionel Jospin doit gérer au plus près les risques d'une crise gouvernementale. Alors bien sûr, depuis qu'elle est au pouvoir, la gauche plurielle a dû faire face plusieurs fois à ces contradictions sur le traité d'Amsterdam, sur le mouvement des chômeurs, sur les sans-papiers, mais rien qui n'ait eu la gravité et la charge symbolique d'un désaccord sur une opération de guerre. La droite d'ailleurs ne s'y est pas trompée en appuyant là où ça fait mal. Les critiques par le PC de l'intervention en Yougoslavie affaibliraient le gouvernement français, attitude inacceptable qui impliquerait la démission des ministres communistes. Et M. Jospin, d'une certaine manière, a défini des règles du jeu, non? Oui, le débat qui existe dans l'opinion, selon le Premier ministre, doit pouvoir s'exprimer au sein du gouvernement, mais de façon mesurée, des inquiétudes, des interrogations, plutôt que des critiques, et en tout cas pas sur la place publique. Un compromis auquel a dérogé, en s'exprimant hier sur le perron de l'Élysée, la ministre du Tourisme, Michel de Messine, d'où un nouveau rappel à l'ordre ce matin lors du séminaire gouvernemental. Message apparemment reçu, les ministres communistes, on l'a vu, sont restés silencieux.
silencieux et ils n'ont pas participé ce soir à la manifestation. Alors pour le reste, les socialistes renvoient le Parti communiste à sa schizophrénie entre pacifisme, réflexe anti-OTAN et puis volonté de rester au gouvernement. Un équilibre délicat compte tenu de la poursuite des opérations militaires alors que l'opinion s'interroge de plus en plus sur l'effet limité des bombardements et sur la tragédie subie par les populations du Kosovo. Et puis un équilibre qui deviendrait intenable en cas d'intervention des forces terrestres. Merci Gérard. Alors avant de refermer provisoirement ce chapitre du conflit engagé par l'OTAN au Kosovo, je vous convie à suivre ce soir sur France 2, après cette édition, Envoyé spécial. Bernard Benjamin, vous avez en effet modifié le sommaire de votre magazine. En effet, Claude, nous allons consacrer une bonne partie du magazine à la situation au Kosovo, avec en particulier un reportage qui nous permettra pour la première fois de pénétrer dans le bunker du commandement général situé en plein Paris, où nous pourrons suivre avec l'état-major les opérations qui se déroulent en Yougoslavie sur les ordinateurs, les cartes magnétiques. Nous irons aussi sur le porte-avions Foch qui croise en Adriatique, sur la base italienne d'Istrina où sont basés les Mirage français et enfin en Macédoine avec les troupes qui devaient assurer le maintien de la paix au Kosovo si les accords de Rambouillet avaient été signés. Nous reviendrons également sur les racines de la guerre au Kosovo avec un reportage tourné à Pristina, la capitale, avant le déclenchement des bombardements, qui nous montre en particulier la haine qui prévalait entre Serbes et Kosovars et qui nous aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde. Voilà pour le Kosovo, mais nous avons aussi deux autres reportages. L'un sur les détectives de l'ADN et ses implications dans notre vie quotidienne, un reportage fascinant, vous allez le voir. Et l'autre sur un monde que vous connaissez bien, je crois, Claude, le monde de la télévision, les grandes manœuvres des industriels pour le contrôler. Ah bon, merci beaucoup. À La Rochelle, cet après-midi, une foule de milliers de personnes ont rendu hommage à M. Michel Crépeau, le député maire de la ville, décédé mardi. M. Lionel Jospin et de nombreux membres du gouvernement, ainsi qu'une centaine de députés de toutes tendances étaient présents. Reportage Alban Mikosi, Marcel Martin. Devant la mairie, dans les rues piétonnes du centre-ville, partout, la même foule, impressionnante et recueillie. Michel Crépeau a reçu cet après-midi un double hommage, celui de la nation, au plus haut niveau, le Premier ministre, un tiers du gouvernement, une centaine de députés issus des différentes familles de la gauche ont voulu saluer celui qui fut avant tout un ami fidèle. Pour moi, l'ami, c'était l'hôte attentif, le camarade joyeux des tables partagées, le compagnon vif et malicieux, mon guide dans les rues de votre ville. Et puis, tout au long du cortège vers la cathédrale, l'émotion des anonymes. Habitant de La Rochelle, dont il fut beaucoup plus que le maire pendant 28 ans. C'était quelqu'un près du peuple, très franc. Il avait des convictions qu'il conservait, puis je crois que c'était quelqu'un d'honnête. Nous avons beaucoup de peine. Hein. J'ai envie de dire aujourd'hui que les étudiants ont vraiment perdu leur meilleur allié. Ce soir, la ville a revêtu ses habits de deuil. L'émotion est tangible. Elle témoigne de l'attachement d'une ville à son premier magistrat, dont elle appréciait aussi le sens de l'humour et l'humanisme. À Lille, le juge d'instruction chargé de l'affaire de dopage révélée lors du dernier Tour de France a mis en examen le président de la Fédération française de cyclisme, M. Ball. Mais le directeur de la Société du Tour a évité cette mise en examen. L'un était donc furieux, l'autre soulagé. Reportage Anne Mourgue et Dominique Mas. Jean-Marie Leblanc est sorti du palais de justice soulagé. Ses explications ont, semble-t-il, convaincu le juge. Non, il n'a rien à voir avec l'affaire de dopage. Le patron du Tour de France n'est donc pas mis en examen. À l'issue de mon audition par les services du SRPJ de Lille, le procès verbal de mes réponses a été transmis au juge Keil. Le juge Keil s'est déclaré satisfait des réponses que je lui avais apportées. En conséquence, je ne suis pas mis en examen. C'est un soulagement, Jean-Marie. Et maintenant, au travail, Paris-Roubaix, c'est dans un peu plus d'une semaine. Merci, monsieur. Jean-Marie Leblanc regarde vers l'avenir. Daniel Ball, lui, n'a pas eu droit au même traitement. Il est vrai que ce matin, convoqué par les policiers de Lille, le président de la Fédération française de cyclisme refuse de répondre à leurs questions. Une heure plus tard, il se retrouve dans le bureau du juge, se voit notifier sa mise en examen. Il se dit révolté.
Les accusations qui ont été portées contre les instances et contre moi ne sont absolument pas fondées, car quand c'est du ragot, quand c'est du mensonge, il faut savoir se défendre. Et je suis content au moins d'avoir pu me défendre et d'expliquer très clairement que, évidemment, certains ont intérêt aujourd'hui à ce que les accusations soient portées sur d'autres, car pour eux, c'est important pour peut-être réduire leur peine et leur responsabilité. Daniel Ball inquiété, une nouvelle mise en examen dans le monde du cyclisme après une longue série. Lundi dernier, le vice-président de la fédération, Roger Leger, avait subi le même sort. Le lendemain, c'était au tour de Richard Virenque. L'affaire avait débuté en juillet dernier avec le soigneur d'une équipe. Après 9 mois d'enquête, c'est maintenant le cyclisme français à sa tête qui est touché. Et puis en Belgique, aujourd'hui, lors de la course cycliste des 3 jours de la panne, les gendarmes ont neutralisé l'épreuve pour interpeller les coureurs, les dirigeants de l'équipe Mapei, après avoir saisi des produits présumés dopants. Finalement, seul un soigneur de cette équipe a été mis en cause par le procureur de Courtrai. La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, c'est-à-dire la plus haute instance juridique de la République fédérale allemande, vient de trancher dans le différend qui opposait un père et une mère divorcés pour la garde de leurs enfants. Le père allemand, M. Armin Thiemann, a vu son recours rejeté et c'est donc la mère, une Française, Mme Cosette Lancelin, qui obtient que ses enfants reviennent avec elle en France. Sa décision est très importante pour tous les couples binationaux séparés et en situation conflictuelle. Explication Patrick Fandiot. Avec eux. Cosette Lancelin dans la chambre vide de ses 2 enfants, c'était il y a 4 mois. Une période de doute et de désarroi. La justice allemande venait de lui refuser la garde de Caroline et Mathias. Mes enfants, je les aime et eux, je sais qu'ils sont dans une situation difficile actuellement, donc mais oui, j'ai l'espoir. Je n'arrêterai pas. De l'espoir, mais aussi de la persévérance, il lui en a fallu. Presque 1 an jour pour jour après l'enlèvement de ses enfants par son ex-mari, la décision de la Cour suprême allemande met fin à l'incroyable bras de fer judiciaire entre la France et l'Allemagne. Une bataille de procédure à rebondissement, pas moins de 8 décisions de justice, 4 favorables à la mère, autant pour le père. L'affaire était remontée jusqu'au sommet de l'État. Il y a 10 jours encore, Elisabeth Guigou était à Bonn pour évoquer le cas Lancelin avec son homologue allemande. Pour les associations qui défendent les parents d'enfants enlevés, issus de couples binationaux, c'est une première victoire qui en appelle d'autres. C'est un problème de fond qu'il faut régler, ce n'est pas des problèmes au cas par cas, évidemment. Il y a tellement de gens qui sont dans cette situation, il faut aller plus loin maintenant, il faut traiter le problème à la base. Armin Thiemann n'a plus ce soir la garde de ses 2 enfants. Cosette Lancelin est venue les chercher dès l'annonce du jugement. Elle est actuellement en route vers la France, vers une nouvelle vie qui reprendra dès demain matin, ses enfants à ses côtés. C'est aujourd'hui le premier jour d'un nouvel État, le Nunavut. C'est celui des Indiens Inuits du Canada qui voient enfin reconnaître leur territoire de la Nouvelle-Arctique, presque aussi grand que celui de l'Europe de l'Ouest. Ce nouvel État fait maintenant partie de la Fédération canadienne. Il lui reste, et c'est pas mince, à trouver les moyens de son développement autonome. Reportage Dominique Derda et Édouard Perrin. À l'époque, personne n'avait rien osé dire. Rares étaient les Inuits qui comprenaient la langue des Blancs, plus rares encore étaient les Blancs qui parlaient celle des Inuits. À la fin des années 50, pour sédentariser ces indigènes qui parcouraient le Grand Nord, la gendarmerie royale du Canada avait reçu ordre d'abattre tous les chiens. Je m'en souviens très bien, c'était il y a longtemps. Je devais être petit comme ça. Ça s'est passé là-bas, derrière, près de la mer. Ils ont pris leurs fusils et ils ont tué les chiens. C'était pas bien de faire ça. Les missionnaires déjà les avaient précédés et ils sont toujours là. Venus sauver les âmes de ces adeptes du chamanisme qui vénéraient la nature et parlaient aux esprits, ils leur ont enseigné les 10 commandements et la crainte de la colère divine. Chaque dimanche, l'église fait sale compte. Non loin de là pourtant, c'est un tout autre temple que l'on érige à la hâte, celui où bientôt siégeront les députés et le gouvernement du Nunavut. Les 25 000 habitants de ce nouveau territoire, aussi vaste que l'Europe occidentale, vont enfin pouvoir eux-mêmes prendre les décisions qui les concernent.
Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain, mais au moins, les gens auront le sentiment d'avoir leur mot à dire. Notre gouvernement ne gérera pas tout, mais nous aurons le contrôle de l'éducation, du logement, des services sociaux, des choses qui nous concernent quotidiennement. Il aura fallu 20 ans de patientes négociations pour que les Inuits obtiennent du pouvoir fédéral qu'il accepte de redécouper les frontières intérieures du Canada. Ça fait longtemps qu'ils se sont battus pour ça. Et voilà qu'enfin, à l'approche du nouveau millénaire, c'est arrivé. Cette liberté retrouvée ne signifie pas pour autant que les Inuits renoncent aux millions de dollars de subventions que l'État canadien continuera chaque année à déverser dans l'économie locale. Une plus grande autonomie, ce n'est pas l'indépendance, loin de là. D'ailleurs, personne ici ne la réclame. Mais pour la première fois depuis que des Blancs venus du Sud ont foulé les glaces du Grand Nord, c'est d'égal à égal que les Inuits traiteront avec Ottawa, la très lointaine capitale. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les Inuits, Printemps Inuit, naissance du Nunavut, c'est de Michel Thérien, c'est aux éditions Indigènes. Du sport, du tennis, et c'est à partir de demain à Nîmes et en direct sur France 2 et France 3, vendredi, samedi et dimanche. Premier tour de Coupe Davis pour l'équipe de France qui affronte les Pays-Bas. C'est aussi la première fois que l'équipe de France joue avec comme capitaine Guy Forget. Il s'agit pour lui de faire au moins aussi bien que son prédécesseur Yannick Noah. Reportage Christelle Bertrand et Blaise Grenier. L'équipe de France est en chantier. Guy Forget, le nouveau capitaine, a la lourde responsabilité de succéder à Yannick Noah. Plus discret, plus timide que son prédécesseur, Forget a d'abord observé les joueurs. Il a aussi appris qu'un sélectionneur a plusieurs fonctions, pas toujours en rapport avec le jeu. Il y a de petits problèmes d'intendance auxquels je n'avais pas du tout été confronté. Bon, je sais pas, au niveau des voitures, au niveau du deuxième cours d'entraînement, au niveau des fois des chambres d'hôtel. Et du ménage. L'ambiance est studieuse, seul le bruit des balles résonne dans les arènes. La méthode Forget s'inspire de la méthode Noah, à quelques détails près. On ne fait pas peut-être de la sophrologie ou de la méditation comme on pouvait le faire avec Yannick, mais bon, je pense qu'il amènera aussi sa touche personnelle qui nous permettra d'avoir une ambiance optimum au sein de l'équipe. Cédric Pioline est le pilier de l'équipe. Le numéro 1 français s'est entraîné 15 jours sur terre battue pour bien préparer la rencontre. Et même si Fabrice Santoro s'est blessé, Forget n'a pas perdu le moral. Il sait qu'il peut compter sur Jérôme Goldmar pour jouer 2 simples et le double avec Guillaume Raoux. Il ne restait plus qu'à attendre le coup du sort. Ce matin, les équipes se sont réunies pour connaître l'ordre des matchs. Avec Richard Krajicek, récent vainqueur du tournoi de Kebisken, les Hollandais sont plutôt confiants. Les Français ont les statistiques pour eux. Ils n'ont jamais perdu en Coupe Davis contre les Pays-Bas. Demain, Jérôme Goldmar ouvre les festivités face à Krajicek. Dans les arènes, les Français savent bien que pour battre les Hollandais, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Samedi au Zénith à Paris, Zazie. Zazie au Zénith, c'est la confirmation d'une chanteuse qui compose, écrit et interprète pour elle, mais aussi pour Johnny Hallyday, Florent Pagny et Pascal Obispo. La confirmation d'un simple talent. Reportage Laurence Piquet et Daniel Lévy. Faire le pitre, c'est un peu sa façon de se faire aimer et d'échapper au trac. Depuis 4 mois, Zazie court de ville en ville. Le public la suit et l'applaudit. Elle reste lucide. Il y a des moments où vraiment je me crois formidable et où je mets 2 ou 3 ou 4 jours à arrêter de me trouver formidable tout le temps. Et puis, heureusement, j'ai des gens qui sont en dehors de ce métier et qui m'aident aussi à gérer, je dirais, la vie parallèle, qui du coup me donne une vraie richesse. J'ai vraiment besoin d'ombre pour apprécier la lumière. Tout le monde, il est beau, une chanson contre le racisme. Zazie aime parfois jouer les poils à gratter. C'est peut-être justement à nous, de la variété, avec cette grande appellation contrôlée, de mettre un petit peu de fraise dans les cornichons et un peu de Nutella dans la choucroute, quoi. Moi, j'ai pas la prétention de faire changer les gens, mais au moins si ça peut déboucher sur après une réflexion avec les amis qui sont en train d'écouter l'album, c'est déjà ça. Quitte à faire de la peine à Jean-Marie. Zazie, une grande fille nature qui peut faire le clown.
crier et même nous faire pleurer, par exemple quand elle écrit l'histoire d'une dame amoureuse d'un homme volage aimant les femmes téphales. Chasse pas les étoiles, mais toutes tes femmes, m'arrachent des larmes qui coulent pour rien. Et j'arrose ton jardin, dire que c'est pour ces fleurs du mal que ton cœur s'emballe alors que le mien, enfin, tu sais bien. On nous dit souvent que c'est plus facile de parler de ses malheurs ou de ses secrets à un inconnu. Moi, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que j'ai peut-être une difficulté à dire ou à communiquer mon intimité à des gens qui sont très proches de moi. Donc, du coup, je passe par un énorme biais qui est le prisme de milliers de personnes. Un regard qui ne trompe pas, Zazie aime les gens. Comme toutes les femmes, elle rêve d'un grand amour et d'être maman. Une fille toute simple, quoi. Zazie au Zénith samedi. Nous arrivons à la fin de ce journal. Auparavant, je voudrais vous rappeler quelques-unes des informations concernant le conflit engagé par l'OTAN au Kosovo. Tout d'abord, la capture de 3 soldats américains que la télévision serbe a complaisamment montré toute cette journée. Capture réalisée par les troupes de M. Milosevic. M. Clinton menace M. Milosevic s'il attente à l'intégrité de ses soldats. M. Milosevic qui continue son opération médiatique avec un leader serbe, un leader kosovar modéré, M. Rugova. Et puis les réfugiés continuent d'affluer aux frontières de la Macédoine, du Monténégro et de l'Albanie. Et enfin, plusieurs manifestations, dont une cet après-midi à Paris, manifestation d'opposants aux frappes de l'OTAN au Kosovo, avec notamment la participation du Parti communiste, ce qui souligne une tension au sein du gouvernement où se trouvent actuellement des ministres communistes. Dans quelques instants, la météo de Sophie Davant, suivie du point route de Valérie Maurice, à 20h55, donc envoyé spécial, avec une large partie consacrée au Kosovo. À 23h10, Eau profonde, un film de Michel Deville, avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant. À 1h du matin, le dernier journal vous sera présenté par Florence Duprat, à 1h20, la 25e heure. Et puis demain, vous retrouverez Rachid Arabe, et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.